Les Grandes Évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires. Les Grandes Évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une incroyable machination criminelle. Le 6 décembre 2012, le cadavre de Jean Aprin, un viticulteur de 48 ans, est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Mais que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Henri et Bernard, deux amis de Jean, des collègues de Nadine, sa femme, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. En 2012, un petit village varois va être le théâtre d'une affaire criminelle digne d'un roman d'Agatha Christie. Le meurtre mystérieux d'un viticulteur du Cru, Jean Aprin. Je l'ai vu dépérir. Il était blanc, mais blanc comme un cachet d'aspirine. Blanc, livide. Là, j'ai dit, lui, il a un problème. Quelques temps après, il est décédé. C'est une véritable armoire à pharmacie dans le corps de ce pauvre Jean Aprin. À deux doigts du crime parfait, voici l'histoire d'un duo meurtrier qui a berné tout le monde pour parvenir à ses fins. Je pense qu'on se dit toujours que le meurtrier est parmi nous. C'est quelqu'un qui était connu dans le village. Là, ça a été plus que de l'étonnement. Il a été étouffé avec un coussin imbibé de white spirit et de javel. C'est de la folie pure. De la folie pure, mais préméditée. Attention, elle n'était pas toute seule dans le coup. Il a été manipulé, il a été un instrument. Cette incroyable affaire démarre le 6 décembre 2012 dans le village de la Roquebrussanne. En début d'après-midi, les gendarmes sont avertis que Jean Aprin, un viticulteur de 48 ans, vient d'être découvert mort dans ce hangar situé au milieu des vignes. Une femme se présente à nous comme étant Madame Nadine Aprin, épouse de la personne décédée, qui est accompagnée de sa belle-sœur. Elle nous explique que son mari avait peur des rôdeurs, que la veille au soir, à 22h, il a quitté le domicile pour venir dormir au hangar. Elle s'inquiète parce qu'il était prévu qu'elle l'appelle le lendemain. Et étant sans nouvelles de lui, vers midi et quart, elle va au hangar pour voir s'il y est. Une fois sur place, les deux femmes expliquent avoir découvert avec surprise Jean, inanimé, allongé dans le coffre de sa voiture. Nadine Aprin explique qu'affolée, elle a sorti son époux du véhicule et procédé à un massage cardiaque pour tenter de le ramener à la vie. En vain. On va se rendre compte qu'il y a une rigidité quand même qui est présente et qui, visiblement, c'est à ce moment-là qu'elles ont compris qu'il était décédé. Mais pour les gendarmes, ce décès est des plus étranges. Comment Jean Aprin s'est-il retrouvé dans le coffre de sa voiture ? Face à leurs interrogations, Nadine, l'épouse du viticulteur, avance pourtant une explication toute simple. Jean, à la santé fragile, a sûrement fait un malaise. Il aurait alors tenté de regagner son véhicule pour chercher de l'aide. Elle explique que son mari aurait des antécédents cardiaques, des antécédents de consommation d'alcool importante. Alors on se dit, oui, peut-être qu'il a exagéré un petit peu ce soir-là. Il fait un malaise cardiaque dans le hangar. Il essaye de se traîner jusqu'à la voiture pour aller au secours. Puis il tombe à la renverse, il tombe dans le coffre. Tout est possible. Et en effet, rien ne semble indiquer que Jean ait pu être victime d'une agression. Le médecin légiste, dépêché sur place, déterminera d'ailleurs qu'il s'agit d'une mort naturelle.
Quand on découvre le corps, on ne constate aucune trace particulière qui pourrait évoquer une mort violente. Il n'y a pas de trace de lutte, il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de sang apparent qui laisserait à penser qu'il aurait été violenté, qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé avant. Le viticulteur aurait donc été victime d'un malaise. D'ailleurs, depuis la fin des vendanges, 2 mois plus tôt, tous les proches de Jean avaient remarqué qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Jean était fatigué. Dès la fin des vendanges, il faisait que dormir. Jean est mort d'avoir trop travaillé. Pas de doute, dans le petit village de la Roque-Broussanne, pour les habitants qui connaissaient tous Jean Aprin, le viticulteur s'est tué à la tâche. Car la vie de Jean, c'était avant tout l'histoire d'un amour dévorant entre un enfant du pays et une terre, la vigne, plantée sur les coteaux varois. Jean, sa seule maîtresse, c'était la vie. Mais le destin de Jean Aprin aurait pu être tout autre. S'il n'avait pas passé la bague au doigt 16 ans plus tôt à une jeune femme du cru, Nadine Poeto, fille de viticulteur. S'il est tombé amoureux de la vigne, c'est parce qu'au départ, il est tombé amoureux de celle qui allait devenir son épouse, savoir Nadine. Puisque Nadine possédait un terrain viticole. Il découvre un autre monde, un autre univers, qui est l'univers des viticulteurs, et ça devient sa passion. Sa passion pour les vignes est telle que Jean Aprin, chef de rayon dans un supermarché, se lance en parallèle, soir et week-end, dans l'exploitation des vignes appartenant à sa femme Nadine. Ses amis proches se souviennent que Jean était un véritable bourreau de travail. Il faisait des horaires assez conséquents, donc il devait rentrer tard chez lui. Le samedi, dimanche, il avait une activité qui était assez prenante. Un travailleur bosseur, papa, il y a des travailleurs qui font leur boulot, point final, après on demande de plus rien. Mais lui, il restait jamais sans rien faire. C'était impressionnant même. Ce travailleur infatigable ne manquait pourtant jamais une occasion d'enseigner l'art de la vigne à son fils unique, que nous appellerons Alexandre, afin de respecter son anonymat. D'après Bernard Campegno, Jean avait d'ailleurs réussi à transmettre ce virus à Alexandre. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le travail de papa? Est-ce que ça t'aide? Ah oui, moi je veux faire pareil, je veux faire aéronologue. Ah, mais c'est bien. Un père qui est viticulteur et qui entend son fils, oui, je voudrais être aéronologue, c'est magnifique. Ça. Jean Aprin était un modèle pour son fils, parce que son fils voyait ce que son père faisait de ses mains, voyait ce que son père faisait de sa terre, et le fils était admiratif de son père. Pour assurer la succession de son fils adoré, en 2009, 3 ans avant sa mort, Jean Aprin prend une décision radicale. Il quitte son emploi au supermarché et décide de faire de la petite exploitation familiale une entreprise qui compte dans la région. Jean s'installe ici, au creux de l'escalier, dans cet immense hangar qu'il bâtira de ses mains. Un choix courageux. Il était salarié, il avait un emploi confortable, son salaire, comme on dit, tombait tous les mois. Ben non, il a décidé de quitter cet emploi qu'il occupait depuis de très nombreuses années. Partir d'un supermarché pour arriver à se lancer dans la viticulture, c'est pas évident. Produire du raisin, il semble que c'est facile, mais il faut traiter au bon moment, il faut labourer au bon moment, il y a des fois où il faut travailler la nuit, c'est compliqué. Jean Aprin, à force de ne pas se ménager, se serait donc littéralement tué à la tâche. Au moment du drame, tous pensent que cette ambition lui a été fatale. Pourtant, ils font fausse route. Car vous allez le voir, un élément passé inaperçu lors de la découverte du corps de Jean va tout faire basculer. En effet,
Un détail dans la tenue de Jean Aprin qui n'avait pas été relevé lors des premières constatations va tout d'un coup faire tilt dans l'esprit des gendarmes. Le viticulteur a été retrouvé en chaussettes, alors que ses chaussures sont rangées à une vingtaine de mètres de là, sous le hangar, au pied d'une chaise. On se fait la remarque avec les collègues que le dessous des chaussettes sont propres. Aucune trace de terre, de cailloux, quoi que ce soit. Il se trouve que le corps est dans une cour de sable, sablonneuse, et on ne comprend pas qu'il ait pu marcher en chaussettes sans les salir. Les chaussettes du viticulteur sont immaculées. Alors pour vérifier comment un tel miracle est possible, Gilles Valdan décide de reconstituer lui-même les dernières minutes de Jean Aprin. Je décide d'enlever moi-même mes chaussures et de marcher en chaussettes dans la cour pour vérifier. Et effectivement, mes chaussettes ressortent souillées de sable. Le flair du gendarme était le bon. Et cela va complètement changer le cours de l'histoire. Il n'est pas allé tout seul du hangar à sa voiture. On l'a porté. Et si on l'a porté, ça veut dire que c'est plus une mort naturelle. Jean Aprin a été tué. Quelques jours plus tard, l'autopsie va confirmer l'hypothèse du meurtre et donnera un premier scénario du drame. L'autopsie démontre que la mort est due à un œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, c'est un étouffement, pour parler simplement. C'est un étouffement. Il est mort étouffé. On a eu chaud parce que si les gendarmes ne repèrent pas cette histoire de chaussettes, peut-être qu'on aurait pu passer à travers, on aurait pu ne pas le voir. C'est donc dans une ambiance très pesante que se tiennent les obsèques de Jean Aprin, le 24 décembre 2012, la veille de Noël. Car famille et amis ont perdu un être cher dans des circonstances encore inédites pour ce petit village. Noël, c'est la fête des familles, c'est la fête des enfants, c'est une période souriante pour tout le monde. Bien là, on ne sourit pas parce qu'on enterre un gars de la Roquebrussanne. Et au moment où on l'enterre, on sait qu'il n'est pas mort naturellement. On sait qu'il a été tué. Là-bas, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de banditisme, il n'y a pas de crime. Et d'un seul coup, les voilà frappés par le crime d'un proche. Ça a été un coup de massue sur la tête à tout le monde. Ben, on est restés tous bêtes. On est restés tous bêtes, quoi, parce que je dis tous étonnés, hein, parce que quand même... Étonnés, choqués... Mais de l'avis des proches de Jean Aprin, la plus choquée d'entre tous, c'est Nadine, son épouse, anéantie par le chagrin. Elle était effondrée. Effondrée. Elle pleurait toute l'âme de son corps. À l'émotion, succède très vite l'incompréhension. À la Roquebrussanne, du bar-tabac à la boulangerie, tous se posent la même question. Qui a pu s'en prendre à Jean Aprin? Les gens ne comprennent pas. On parlait que de ça dans la Roque, c'était vraiment la conversation de tout le monde. L'ambiance était assez froide, c'est vrai que ça a beaucoup parlé. Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Tout le monde cherche à savoir le pour, le vrai. On se posait tous des questions, le pourquoi, le comment, et voilà. Effectivement, les commérages vont bon train, oui, ça c'est clair. La thèse la plus répandue parmi les villageois demeure celle du cambriolage qui aurait mal tourné. Car à la Roquebrussanne, tout le monde savait que le matériel viticole de Jean Aprin aurait pu faire des envieux. Et justement, d'après Nadine Aprin, son épouse, c'est bien pour cette raison que la nuit du drame, son mari était parti monter la garde sur leur exploitation. Il y avait eu pas mal de cambriolages, tout du moins dans le secteur, à cette époque-ci. Et donc il était inquiet par rapport à tout le matériel qu'il avait là-bas. Alors Jean, il voyait toujours tout en grand. Il lui fallait le meilleur matériel et il se donnait les moyens de l'avoir. Il avait trois tracteurs, je ne sais plus. Il avait la machine à vendanger. C'est obligé que vous ayez cette crainte de vol.
Chacun se met alors à imaginer son petit scénario du crime. Il entend du bruit dehors, il va voir dehors ce qui se passe. Il se fait surprendre et malmener par des individus qui seraient venus le cambrioler. Il est décédé, le rôdeur le met dans le coffre de la voiture, s'en va, et puis voilà. Seulement, sur l'exploitation, rien n'a été volé. Alors la thèse du rôdeur tient-elle vraiment la route? Peu probable, car cela fait déjà 1 mois que le meurtre a eu lieu et de leur côté, les gendarmes n'ont récolté aucune preuve permettant d'accréditer la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. L'enquête est au point mort. On a enterré un brave type, on ne lui connaît pas d'ennemis, on ne lui connaît pas de vie secrète. Mais vous allez voir que si Jean Aprin n'avait aucun ennemi au village de la Roquebroussanne, c'est peut-être dans sa vie privée, au cœur même de son foyer, qu'il faut chercher la cause de son meurtre. Le 30 décembre 2012, près de 3 semaines après les faits, l'enquête va rebondir de façon totalement inattendue. Ce jour-là, les gendarmes se rendent au hangar de Jean Aprin afin de refixer sur la scène de crime des scellés arrachés par le vent. Lorsque soudain Gilles Valdan, en charge de l'enquête, est interrompu par Alexandre, le fils du viticulteur. Le fils vient vers moi et commence à me poser des questions sur l'autopsie et je sens qu'il n'est pas serein du tout. Je comprends tout de suite qu'il sait des choses et qu'il cherche à savoir si j'ai les mêmes informations que lui. En une fraction de seconde, le gendarme comprend qu'il est peut-être sur le point de résoudre l'énigme. Mais il sait aussi qu'il faut la jouer fine pour ne pas braquer l'adolescent de 16 ans. Je lui dis, écoute, il va falloir qu'on discute parce que tu sembles savoir plus de choses que tu ne m'en as dit. Et du coup, il va lui proposer de passer à la gendarmerie dans l'après-midi vers 15h. Et là, il me répond, je veux bien venir vous voir, mais faut pas que maman soit au courant. Il est 15h05 lorsqu'Alexandre, le fils de Jean Aprin, franchit les portes de la gendarmerie de la Roquebroussanne. Et ce qu'il va révéler est digne d'un véritable film policier. On s'assoit tous les deux et je lui dis, écoute, je t'écoute, dis-moi. Et là, il vide son sac. Le fils dit, j'ai des révélations à vous faire sur la mort de mon père. C'est moi qui l'ai tué, avec ma mère. Incroyable, Jean Aprin aurait été tué par sa propre famille, dont son fils chéri, qu'il voyait comme son héritier dans les vignes. Ah oui, j'ai les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et je n'en reviens pas. Et le gendarme n'est pas au bout de ses surprises. Car Alexandre va dérouler par le menu son scénario de la nuit macabre du 5 au 6 décembre 2012. Selon l'adolescent, la mise à mort de son père Jean Aprin aurait débuté dans la cuisine de la maison familiale, quelques heures avant le dîner. Le fils expose qu'il a pilé un nombre relativement important de cachets. Avec sa mère, ils ont mélangé ce broyat de comprimés. Ils l'ont mis dans la cafetière, ils ont servi une tasse à Jean. Il l'a bu. Le puissant mélange de somnifères aurait rapidement fait effet. Et Jean Aprin se serait alors profondément endormi. La suite du récit de l'adolescent est à peine croyable.
Ils sont allés dans la chambre, qu'ils l'ont secoué pour vérifier qu'il dormait bien et profondément. Il n'a pas réagi. Ils ont donc continué de passer à l'action. Ils ont imbibé un coussin d'alcool à brûler et d'eau de javel. Ils ont appliqué le coussin sur la bouche de Jean Apprin, qui ne bougeait pas, qui ne pouvait plus se défendre. Et comme si cela ne suffisait pas, selon Alexandre, après avoir drogué puis étouffé le père de famille, sa mère et lui auraient ensuite décidé de l'étrangler. Ils ont pris une ceinture qu'ils lui ont passée autour du cou, chacun d'un côté du lit. Et voilà la mère d'un côté et le fils de l'autre qui tirent comme des forcenés sur la ceinture pour étrangler Jean Apprin. Ça a duré tellement longtemps que l'adolescent a dit qu'il en avait mal à la main de serrer la ceinture. L'entreprise criminelle a bien duré plus de 30 minutes au total. Une fois le crime accompli, le duo aurait conduit Jean Apprin sur son exploitation viticole à quelques kilomètres de là. L'objectif, tenter de maquiller leur meurtre en crime de rôdeur. Cette histoire surréaliste semble pourtant amuser l'adolescent. Comme en atteste cette anecdote qui a beaucoup marqué le gendarme Valdan. Il trouve l'anecdote assez marrante de nous réexpliquer que finalement, il est passé devant la gendarmerie avec le cadavre de son père dans le coffre et lui qui conduit sans permis. Face au ton cynique de l'adolescent, les gendarmes se demandent si Alexandre ne serait pas tout simplement en train de se payer leur tête. C'est pas la première fois qu'on aurait dans un dossier un ado imaginatif, affabulateur, mythomane, qui inventerait un scénario criminel qu'il n'aurait pas commis. J'ai beaucoup de mal à imaginer à ce moment-là un jeune garçon frêle, introverti et discret comme lui pouvoir commettre un tel acte. Passionné de jeux vidéo, l'adolescent perturbé serait-il déconnecté de la réalité au point d'inventer le meurtre de son père? Pour le savoir, il va falloir confronter Nadine Apprin aux déclarations de son fils. Dans le petit village de la Roquebroussanne, il se murmure que le fils et l'épouse de Jean Apprin sont entendus à la gendarmerie pour le meurtre du viticulteur. Les habitants peinent à y croire, car ici tout le monde connaît Nadine et cela ne colle pas vraiment avec la mère de famille qu'il côtoie au quotidien. Tout le monde la dépeint comme une femme gentille, souriante, aimante, et de sa famille, de ses amis. C'est quelqu'un qui était connu dans le village, quelqu'un qui faisait pas d'histoire. Elle n'a pas de caractéristiques particulières qui pourraient nous faire imaginer que elle puisse avoir ce genre d'attitude, non. Personne n'y croit, quoi. Henri Vial, un ami proche du couple, refuse de croire que Nadine, avec qui il a grandi, puisse être coupable. Pour preuve, il lui avait même confié la prunelle de ses yeux, ses enfants. Elle a été la nourrice de mes enfants pendant 1 an ou 2. Moi, j'avais deux fils, elle s'en est occupée. Elle les avait du matin au soir. Donc il faut quand même faire confiance à quelqu'un pour confier les enfants. Une confiance qui ne s'arrête pas aux frontières du village. À l'hôpital de Brignoles, où Nadine travaille, ses collègues ne tarissent pas d'éloges sur cette aide-soignante, sérieuse et impliquée. Pour eux, impossible que Nadine puisse être mêlée à un meurtre. Ça ne collait pas avec la personnalité que je connaissais de Nadine. C'est une personne qui est tout à fait conviviale. C'est quelqu'un de plutôt sympathique, assez dynamique. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui s'occupe bien des patients, quoi. Très travailleuse, volontaire, prête à bouger dès qu'il y a quelque chose. À aucun moment, je peux croire que c'est elle qui a tué son mari. Pourtant,
Malgré cette image sans faille, Nadine Aprin va devoir s'expliquer sur les accusations portées par son fils Alexandre. Elle dit qu'elle ne comprend pas les motifs de la garde à vue, à savoir l'assassinat. Elle dit qu'elle n'a aucun grief contre son mari. Elle est là en disant mais non, mais comment, de quoi parle-t-on? À leur grand étonnement, Nadine Aprin dit mon fils a beaucoup d'imagination. Et que tout ce qu'il raconte est faux, que c'est un adolescent très imaginatif et qu'il affabule complètement. Et elle jure ses grands dieux qu'elle est totalement innocente et qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Les gendarmes sont face à un dilemme. D'un côté, une mère de famille irréprochable, au casier judiciaire vierge, qui clame son innocence. De l'autre, un adolescent de toute évidence perturbé, qui accuse lui et sa mère de meurtre. Alors, qui du fils ou de la mère dit la vérité? C'est finalement la science qui va parler et faire tomber les masques. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Aprin. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément va faire basculer l'enquête. Les grandes évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires. Les grandes évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Aprin, vous allez voir qu'un élément va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix d'Henri et Bernard, deux amis de Jean, des collègues de Nadine, sa femme, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Car en réalité, la veuve éplorée Nadine Aprin ment éhontément. Et ce sont les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur son époux qui vont la démasquer. En effet, Jean Aprin a bien été drogué par un puissant somnifère, de la noctamide. C'est le rapport d'analyse toxicologique. Quantité totale administrée en noctamide 2 mg, 6 à 7 comprimés. C'est de quoi assommer un cheval. Lequel a été administré peut-être 1 heure avant la mort par étouffement de Jean Aprin. Et ce n'est pas tout. Les résultats des analyses apportent également une autre information de taille. Les experts toxicologiques vont trouver, pour employer une image simpliste mais qui expose la situation, une véritable armoire à pharmacie dans le corps de ce pauvre Jean Aprin. En effet, dans le corps de la victime sont retrouvées des traces de 3 neuroleptiques puissants. Des traces anciennes. Cela faisait donc plusieurs mois que quelqu'un cherchait à le supprimer. Pour les gendarmes, pas de doute, il s'agit bien de son épouse, Nadine Aprin. D'autant que la perquisition menée au domicile familial va finir de l'accabler. Dans les ordinateurs, ils ont trouvé nombre de recherches de Nadine sur comment tuer avec la mort au rat, quel est le pouvoir létal de l'aldol, de la noctamine, du tertian et autres, et bien d'autres recherches encore. La mère de famille cherchait donc à supprimer par tous les moyens son mari, et cela depuis des semaines. Son fils, Alexandre Aprin, va d'ailleurs expliquer que 2 semaines avant le meurtre, sa mère lui avait déjà demandé de tuer son père, mais que le plan machiavélique avait échoué. Nadine Aprin fait broyer 48 comprimés de somnifères au fils. Le père a dormi pendant quasiment 48 heures d'affilée. Il a dormi du dimanche au mardi. Mais dormi. À l'époque, Jean avait survécu par miracle.
Et sans se douter une seconde que le viticulteur était en fait victime de son épouse, ses amis l'avaient alors poussé à consulter au plus vite un médecin. Il était blanc, mais blanc comme un cachet d'aspirine, blanc, livide. Il reste pas comme ça, va voir un docteur, va à l'hôpital, fait quelque chose. Et il le mettait sur la fatigue des vendanges. Pour ne pas éveiller les soupçons, Nadine avait alors accepté de conduire son époux à l'hôpital pour y passer des examens. Des analyses de sang ont été effectuées, des analyses classiques, et pas une analyse toxicologique. Ils n'ont rien trouvé de particulier si ce n'est qu'un léger cholestérol. Et ils n'ont rien trouvé. Pourquoi ? Parce que pour trouver des traces d'administration de produits toxiques, il faut savoir ce que l'on recherche. 15 jours plus tard, Jean Aprin ne survivra malheureusement pas au traitement infligé par sa femme et son fils. Car pour ce deuxième essai, la mère de famille, en plus de droguer son époux, s'assurera de l'étouffer. Après, ce qu'a dit son fils et ce qu'on a dans le dossier, elle est cuite. Avant même qu'elle soit arrêtée, elle est cuite. Cette fois, la culpabilité de Nadine et de son fils semble évidente pour les gendarmes. Reste à comprendre pourquoi la mère de famille s'est donné tant de mal pour supprimer son époux. Et là encore, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Réentendue par les enquêteurs, Nadine Aprin se met à table. Oui, c'est elle qui a tué avec l'aide de son fils. Mais pour expliquer son geste, elle déclare que Jean était un homme violent. C'est en totale contradiction avec ses premières déclarations où elle disait que tout se passait bien dans son couple, qu'il y avait des disputes de temps en temps, mais pas plus que ça. Et la veuve de dépeindre en détail sa vie de femme abusée et soumise à un mari tyrannique. Voici ce qu'elle déclare aux gendarmes. Cela fait 22 ans que l'on vivait ensemble. Mais depuis 17 années, je subis des violences morales, verbales et physiques. Il m'insulte tout le temps, me met plus bas que terre. Il me mettait des coups de poing, souvent dans le ventre, parce que cela ne se voyait pas. Un quotidien que l'aide-soignante décrivait d'ailleurs régulièrement à ses collègues de travail, Karine Schmitt et Stéphane Serfati. Elle m'a parlé de problèmes conjugaux en me disant que Jean la battait, Jean criait sur elle et qu'il faisait de même par rapport à leur propre fils. Elle souffrait beaucoup. Elle était malheureuse. C'est pour ça que par moments, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle dit qu'elle vit un enfer au sein du foyer familial et que sa vie était devenue totalement insupportable. En tuant Jean Aprin, Nadine se serait donc libérée de son bourreau. Elle ne serait d'ailleurs pas la première femme à supprimer son époux pour cette raison. Et elle justifie ainsi le fait qu'elle est victime et que c'était pour elle la seule solution de pouvoir se défaire de son emprise. Le désespoir peut amener à des actes totalement irrationnels. Là, nous sommes dans un acte irrationnel. Et Nadine n'en a pas fini. Pour expliquer son geste, elle va raconter un épisode abominable de sa vie. Jean aurait également tué de ses mains leur deuxième enfant. Flavien, un bébé de 2 mois et demi. C'était en 2002. Elle est persuadée que la faute est imputable, la faute du décès de son deuxième enfant est imputable à Monsieur Aprin. Elle en est persuadée. Il l'aurait peut-être un peu secoué, peut-être un peu violenté. Seulement, il y a un problème qui décrédibilise complètement ce que dit Nadine. Les enquêteurs vont mettre la main sur un document, le certificat de décès de son fils, Flavien. Car si le bébé est bien mort à l'âge de 2 mois et demi, les circonstances n'ont rien à voir avec ce que la mère de famille décrit.
Le médecin urgentiste qui est intervenu ce jour-là a été entendu par les enquêteurs. Il dit que c'était une mort subite, certes, mais naturelle, et qu'il n'y avait pas de traces de violence sur cet enfant. Non seulement le bébé n'aurait donc pas été secoué, mais ce jour-là, Jean Apprin n'était tout simplement pas présent sur les lieux lors du drame. Le bébé était dans le couffin à l'arrière de la voiture de Nadine. C'est quand même un mensonge gravissime, puisqu'elle vient inventer la mort volontaire d'un bébé de part toujours le même. Vilain, méchant, Jean Apprin. Celui qui frappe, celui qui viole, celui qui boit et celui qui tue. Et ce n'est pas tout. Selon son entourage proche, non seulement Jean n'était pas alcoolique, mais il aurait été incapable de faire du mal à une mouche. Vous avez vu la corpulence de Jean, en disant il a frappé, et la corpulence de Nadine. Elle y filait une baigne, il faisait 3 tours, et elle se laisse frapper par Jean, il faut quand même pas rêver. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on peut pas accepter. Et ça, je l'accepterai jamais. De dire que Jean était violent, c'est impossible. Impossible. Aucun témoignage ne nous permet d'affirmer que Jean a pu être violent envers sa femme ou quelqu'un d'autre. En réalité, ces violences conjugales n'auraient jamais existé. Ainsi, Nadine aurait tout simplement manipulé son entourage. Et cela depuis des années. Car vous allez le découvrir, la mère de famille menait en fait une double vie. C'est l'étude du téléphone de Nadine Apprin qui va permettre de complètement la démasquer. Les enquêteurs, grâce à son répertoire de contacts et ses derniers échanges téléphoniques, vont mettre la main sur une très longue liste d'amants. L'exploitation du téléphone de Nadine nous montre qu'elle a échangé de nombreux messages avec d'autres hommes. Mais là où ça devient cocasse, pour pas dire tragique, entre la mort et l'enterrement, c'est-à-dire une vingtaine de jours, Nadine Apprin entretenait en même temps 6 liaisons avec 6 hommes différents. On se pose la question sur les mœurs de Madame Apprin. Et puis Nadine était également très active sur Internet pour entretenir sa vie extra-conjugale. On se rend compte qu'elle se connecte sur des sites Internet de rencontres. Je crois qu'elle est inscrite sur 7 sites de rencontres sur Internet, uniquement des rencontres libertines, des rencontres échangistes. Donc elle était adepte de ce type de sexualité. Ça donne un peu de relief à ce personnage qui n'est pas la veuve que l'on pourrait imaginer. C'est plutôt la veuve joyeuse. Incroyable. Nadine était en fait passée maître dans l'art de la tromperie. Ainsi, selon son amie Karine, elle possédait dans le plus grand secret une garçonnière pour ses nombreux rendez-vous galants. À un moment dans ma vie, j'avais besoin aussi d'un endroit où j'avais besoin de me ressourcer et me cacher. Et Nadine m'a dit, mais écoute, si tu veux, moi j'ai un appartement. Où elle pouvait venir peut-être à la sortie du boulot pour recevoir ses amants occasionnels. Des mœurs débridées, très éloignées de l'image de mère de famille qu'on lui connaissait jusque-là. Dans le petit village de La Roque-Brussanne, les proches du couple Apprin découvrent avec stupeur le vrai visage de Nadine. Suspectée du meurtre de son époux, la mère de famille aurait tout simplement menti à tout le monde. Nadine, je n'aurais pas cru. Quand même, elle a trompé tout son monde. C'était l'effroi, personne ne comprenait. En connaissant un peu le couple, les gens ne s'expliquaient pas qu'est-ce qui avait pu faire basculer son épouse jusqu'à cette extrémité. Henri Vial, très proche de la famille de son ami Jean Apprin, repense horrifié aux fêtes de Noël, pendant lesquelles Nadine était allée jusqu'à se réfugier chez les parents de son époux pour jouer la veuve éplorée. Quand vous pensez que la famille à Noël, ils l'ont invitée à manger chez eux pour pas qu'elle reste seule.
La famille l'aurait su avant Noël, je pense que vous n'avez pas une femme comme ça à votre table. C'est une très grande manipulatrice, perverse, qui a manipulé tout le monde. La liste serait trop longue. Et vous allez voir que c'est justement grâce à son art de la manipulation que la mère de famille a réussi à convaincre son fils Alexandre de l'aider dans sa terrible entreprise. Car Jean Apprin était devenu, peu de temps avant le drame, un véritable obstacle à sa vie dissolue. Et pour comprendre ce qui a pu rendre ce crime possible, il faut remonter au début des années 90. À l'époque, Nadine se fiance avec Jean Apprin, qu'elle connaît depuis l'enfance. Voici la photo de ce jour heureux. Mais voilà, les choses vont rapidement se gâter. Car durant ses fiançailles, Nadine, déjà infidèle, tombe amoureuse et enceinte d'un autre homme. Et l'homme ne veut pas ni de l'enfant ni d'elle. Et il s'en va. Et elle se retrouve dans une impasse en réalité. Les filles mères étaient mal vues. Hein, et là, dans les villages un peu reculés, c'est toujours le cas. Il y a non, ma fille, tu n'auras pas d'enfant sans être mariée. Le seul échappatoire pour s'en sortir, entre guillemets, la tête haute, c'était de faire endosser finalement la grossesse à Jean, de le transformer en père, de l'épouser et de se ranger. Sous la pression familiale, Nadine finit par épouser Jean Apprin à contre-cœur le 16 mars 1996, sans qu'il ne se doute une seule seconde qu'elle est en réalité enceinte d'un autre homme. Le père de Nadine a considéré que Jean était un travailleur et que c'était un bon gars gentil. Il fallait l'épouser, voilà, c'est... Et donc peut-être que tout ça a fait que, voilà, elle s'est mariée contrainte et forcée, quelque part. Et c'est de là que tout le drame se construit au final. 5 mois plus tard, Nadine donne naissance à Alexandre. Les années passent. La mère de famille compose tant bien que mal avec ce mariage malheureux. Mais voilà, en 2003, Nadine se fait poser un anneau gastrique, ce qui va tout changer et faire naître chez elle une envie de renouveau. Car délestée de plusieurs dizaines de kilos, elle rêve maintenant de liberté. Elle se sentait mieux dans sa peau et plus à l'aise et plus épanouie. Elle était contente de faire voir qu'elle mettait des pantalons. Elle faisait voir qu'elle avait perdu, ça se voyait de toute façon. Là, on ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas fait un régime parce qu'elle avait perdu entre au moins 20 kilos. Ah ouais, c'était impressionnant. Quand on perd du poids, on se dit, ouais, c'est mental et c'est physique. On se regarde aussi autrement et les gens nous regardent autrement. Donc on se sent désiré, on se sent... et ça fait des fois pousser des ailes. Nadine Apprin envisage alors de divorcer pour changer de vie, comme le lui conseillent ses collègues de l'hôpital. Oui, je lui ai conseillé de le quitter, puisqu'on ne peut pas vivre une vie comme ça éternellement. Les amis n'ont pas manqué de lui dire « mais t'as qu'à divorcer, parce que tu te plains tout le temps. Là, tu divorces, ça va. Le gamin, il est élevé, t'as un boulot, tu divorces. » C'est le conseil lambda que n'importe qui peut faire à sa copine. Mais voilà, Nadine ne va pas tarder à découvrir qu'un divorce pourrait lui coûter cher. Car propriétaire du terrain viticole qu'exploite son époux Jean, elle serait contrainte de devoir partager ses terres. Et ça, elle s'y refuse. Elle a l'impression que elle allait perdre toute une partie de l'héritage de ses parents si jamais il y avait divorce. Elle s'est dit, mais alors tout ce que moi j'ai eu, si on divorce, je n'aurai plus rien. Ce sera plus à moi. Donc voilà, elle avait peur de ce côté-là, quoi. En 2009, soit 3 ans avant le drame, c'est un événement anodin qui va définitivement enclencher la machine meurtrière. Souvenez-vous, à l'époque, Jean Apprin débordait entre son travail au supermarché et l'exploitation des vignes le week-end.
prend une décision radicale. Se consacrer à 100% au domaine viticole situé à proximité du domicile familial. Elle m'a dit qu'il passait beaucoup plus de temps à la maison et que c'était lourd. Lui est totalement libre de ses horaires. On ne sait pas à quelle heure il va revenir. On ne sait pas à quelle heure il va repartir. Donc c'est compliqué de prendre des rendez-vous avec des amants. Elle a fait un rejet total de son mari, puisqu'il l'empêchait de vivre sa vie de femme. Nadine Aprin aurait alors pris la décision de se débarrasser de ce mari devenu trop encombrant. Et pour ne pas le faire seule, elle va alors se tourner vers ce qu'une mère a de plus cher, son fils. Pendant 3 années, elle va tout mettre en œuvre pour que Alexandre déteste son père. Sa mère, toute la journée, lui dit « Ton père me frappe, ton père me viole, ton père a tué ton petit frère. » Elle a armé clairement son fils pour en faire une machine à tuer. Après 3 ans de ce régime, Alexandre, devenu un adolescent de 16 ans, nourrit une véritable haine pour son père. Mais cela ne suffit toujours pas à faire de lui un meurtrier. Alors, comble de l'horreur, 3 semaines avant la mort de Jean, pour persuader son enfant de passer à l'acte, Nadine lui fait une terrible révélation. Elle a obtenu l'adhésion finale du fils et elle a basculé le fils dans l'horreur du parricide en disant « Mais comment tu hésites? Mais c'est pas ton père. C'est pas ton père. » Elle est monstrueuse, cette femme. Elle est monstrueuse. Plus de doute possible. Nadine Aprin a bien prémédité de longue date son crime et a fait plonger son enfant de 16 ans avec elle. Mère et fils sont donc mis en examen pour l'assassinat de Jean Aprin. Nadine encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alexandre, mineur au moment des faits, risque tout de même 20 années de prison. Le 31 juin 2015, 2 ans et demi après les faits, c'est un procès hors norme qui s'ouvre à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de Draguignan. Car dans le tribunal, l'ambiance est bien celle d'une réunion de famille qui aurait mal tourné. C'est une famille détruite, ils ont tout perdu. Ils ont perdu Jean, ils ont perdu Nadine, qui était admise au sein de la famille, et ils ont perdu le gamin. Dans le box des accusés, Nadine Aprin continue de clamer la légitime défense. Elle n'en démord pas. Jean la battait. Nadine, elle est fidèle au personnage, minimisant systématiquement son implication. Même si on peut trouver des personnes extérieures qui disent qu'il n'en est rien, j'insiste vraiment sur ce point, on est dans l'intimité du couple. Personne ne peut dire réellement ce qui s'est passé. Face à elle, Alexandre, son fils, mineur au moment des faits, aurait été instrumentalisé par sa mère pour commettre le pire des crimes, le parricide. Alors, lorsque le jeune homme, désormais âgé de 18 ans, s'avance à la barre, tous les regards sont rivés sur lui. Et voici ce qu'il dit aux jurés. Ma mère m'a manipulé pour me monter contre mon père. Je pensais vraiment que mon père était violent envers ma mère. J'avais également cru ma mère quand elle m'avait dit que mon père était responsable de la mort de mon petit frère. Dans la salle, Paul Olzac, la collègue de Nadine, découvre médusé le témoignage d'un jeune homme brisé. Pour la professionnelle de santé, pas de doute dans ce drame. Alexandre est lui aussi une victime. Il a été un instrument. Il avait 16 ans. Et je peux comprendre qu'il ait aidé sa mère. Il a voulu sauver sa mère quelque part. Donc il est excusable. J'aurais peut-être fait pareil, moi. À 16 ans, j'aurais peut-être fait pareil. Et c'est ça qui est terrible. Comble de l'horreur, à la barre, l'adolescent effondré rajoute qu'avant de se muer en meurtrier, il avait tout tenté pour faire machine arrière. Le soir du crime, j'ai longtemps lutté pour dissuader ma mère. Et je ne sais pas pourquoi j'ai continué à l'aider.
Il a mûri. Il comprend ce qui se passe. Il exprime beaucoup de regrets, beaucoup de remords. L'émotion suscitée par le témoignage de l'adolescent va avoir un impact direct sur Nadine Aprin. À court d'arguments, elle décide alors de se murer dans le silence. Son fils a fait une déclaration qui lui impute toute la responsabilité du crime commis. Elle dit, à partir de là, je garde le silence. Est-ce que finalement, c'est pas l'acte d'amour ultime que d'acquiescer à la version de son fils, de l'épargner? Un silence qui coûtera très cher à Nadine Aprin. À l'issue des débats, la mère de famille est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son mari. La cour d'assises a qualifié l'attitude de Nadine Aprin comme une volonté farouche, déterminée et ancienne de tuer son mari. Alexandre, lui, a sans surprise bénéficié de la clémence des jurés. Il est condamné à 1 an de prison ferme et 4 ans avec sursis. Ayant déjà passé 1 an derrière les barreaux, il ressort libre du tribunal. Il est ressorti très rapidement puisqu'il avait purgé sa peine de par la détention provisoire. Il ne voulait pas qu'il reste un jour de plus en prison pour qu'il puisse se reconstruire. Une peine clémente, car les jurés savent bien qu'Alexandre devra payer moralement toute sa vie pour la mort de son père. En tant qu'infirmière, j'ai vu des adultes détruits en fonction de ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Très dur. Ça m'a vraiment affectée. Parce que je me suis dit, c'est aussi tuer le fils quelque part. Dans le petit village de la Roque-Brussanne, les années ont passé. Mais le sentiment de colère et de trahison reste indélébile pour ses habitants. Henri Vial est hanté chaque jour par le départ tragique de son ami, viticulteur. J'ai perdu un ami qui ne le méritait pas. On s'imagine de le voir dans les champs. Sa présence est toujours là, quoi. C'est irremplaçable. Perdre un ami comme Jean et dans des conditions pareilles, ça passe pas. Ça peut pas passer, ça. C'est tout. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Aprin. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. C'était une nuit sans lune. Une de ces nuits où le silence des champs semble plus lourd que les ténèbres elles-mêmes. Les fermes s'étendaient comme des silhouettes muettes au milieu d'une mer d'ombre, et le souffle du vent faisait grincer les volets des maisons isolées. Dans ce coin reculé de la campagne française, l'année 1992 allait basculer dans l'horreur. À l'époque, personne n'imaginait qu'un simple manteau oublié dans un placard poussiéreux deviendrait, 30 ans plus tard, la clef pour briser le mur du mensonge et dévoiler un meurtre d'une brutalité glaçante. Tout commence dans le petit village de Saint-Aubin-les-Bois, à peine 500 habitants, perdu au cœur d'un paysage rural où le temps semblait s'être figé. Les habitants vivaient au rythme des récoltes, des fêtes de paroisse et des repas de famille du dimanche. Mais derrière cette façade tranquille, il y avait une peur sourde, une méfiance qui n'osait pas dire son nom. Car depuis des mois, une série de disparitions mineures, une jeune fille rentrée tard, un ouvrier agricole qui n'avait pas reparu après le bal de village, alimentèrent les rumeurs. On murmurait qu'un rôdeur sévissait dans la région. La gendarmerie, faute de preuves, parlait d'accidents, de fugues. Personne ne voulait croire qu'un prédateur pouvait hanter cette campagne apparemment paisible. La victime, elle, s'appelait Claire Dumas. 23 ans, cheveux châtains coupés au carré, un sourire timide et des yeux d'une douceur fragile. Elle travaillait à la boulangerie du village, se levait chaque jour à 4 heures du matin pour pétrir la pâte, enfourner le pain, saluer les premiers clients encore engourdis de sommeil. Sa vie semblait tracée d'avance, un mariage simple, une maison modeste, des enfants à élever. Pourtant, le destin allait l'arracher brutalement à cette routine. Le 12 novembre 1992, Claire ne rentre pas chez elle après son service. Son fiancé, inquiet, alerte rapidement la gendarmerie. Les recherches s'organisent dans la nuit,
battus dans les champs, chiens pisteurs, voisins mobilisés avec des lampes torches. On retrouve sa bicyclette abandonnée à la lisière d'un bois, la chaîne déraillée, comme si elle avait été arrêtée en plein trajet. Mais aucune trace d'elle. Le village entre dans une torpeur glaciale. Plus personne n'ose sortir après la tombée du jour. Les jours passent, puis les semaines. Pas de corps, pas d'indices tangibles. La presse régionale s'empare de l'affaire. Jeune boulangère disparue, mystère à Saint-Aubin-les-Bois. Les journalistes campent devant la gendarmerie, spéculent sur un enlèvement, sur un crime passionnel. Les parents de Claire, écrasés par la douleur, apparaissent à la télévision, implorant qu'on leur rende leur fille. Mais l'affaire piétine. À l'époque, les moyens scientifiques sont limités. L'ADN n'en est qu'à ses balbutiements en France, et les procédures restent lourdes, coûteuses. Alors on interroge, on soupçonne, on relâche. Très vite, les regards se tournent vers un homme. Alain Roche, un ouvrier agricole solitaire. La trentaine, connu pour son tempérament violent. Il buvait beaucoup, traînait dans les bars de village, se vantait parfois de ses conquêtes imaginaires. La rumeur le désigne comme coupable idéal. Mais malgré les heures d'interrogatoire, aucune preuve concrète n'émerge. Son alibi, bancal mais plausible, le sauve de l'inculpation. Les enquêteurs, faute de mieux, le gardent dans le viseur. Puis, un matin de décembre, un chasseur fait une découverte macabre dans une clairière isolée à quelques kilomètres du village. Le corps de Claire, dissimulé sous des branchages. La scène est atroce. La jeune femme a été frappée avec une violence inouïe, son visage méconnaissable, ses vêtements en lambeaux. La brutalité du crime choque même les gendarmes les plus aguerris. L'autopsie révélera qu'elle a été battue, puis étranglée avec un cordon. La France rurale, habituée aux faits divers modestes, se retrouve face à une barbarie digne des pires chroniques criminelles. La peur s'installe durablement. Les mères surveillent leurs filles. Les portes se ferment à double tour. On parle d'un monstre, d'un tueur en série peut-être. L'affaire Dumas devient le cauchemar collectif d'une communauté autrefois endormie. Les gendarmes multiplient les perquisitions, passent au crible les fréquentations de Claire. Et encore une fois, Alain Roche est arrêté, placé en garde à vue. Son manteau, taché d'une substance brunâtre, intrigue les enquêteurs. Mais faute de techniques avancées, les analyses ne concluent à rien de précis, tache indéterminée. On range le vêtement dans une armoire de scellé, sans imaginer qu'il deviendra, 3 décennies plus tard, le chaînon manquant de l'enquête. Le procès n'aura jamais lieu. Alain Roche, faute de preuves irréfutables, est relâché. Le dossier s'enlise, rejoint les archives des cold cases. Les années passent, les témoins vieillissent, la mémoire collective s'émousse. Mais le traumatisme reste inscrit dans les veines du village. Chaque commémoration, chaque anniversaire de la disparition rouvre la plaie. Les parents de Claire meurent sans savoir qui a ôté la vie de leur fille. L'affaire demeure comme une cicatrice béante, une injustice silencieuse. Et pourtant, la vérité sommeille toujours quelque part. Dans ce placard de gendarmerie où le manteau d'Alain Roche, soigneusement étiqueté, repose dans l'ombre, un tissu imbibé d'indices invisibles, attendant que la science, un jour, ait les moyens de les déchiffrer. Le temps, parfois, est un complice paradoxal de la justice. Il efface les souvenirs, mais il affine les outils. Et en 2021, presque 30 ans après le crime, une équipe spécialisée dans la réouverture des affaires non résolues décide de ressortir ce vieux dossier. Parmi les scellés poussiéreux, le manteau attire l'attention. On parle désormais d'analyse ADN ultrasensible, capable de détecter des fragments minuscules, des traces que la technologie des années 1990 ne pouvait pas identifier. Les enquêteurs reprennent le vêtement, prélèvent les taches oubliées et confinent le tout à un laboratoire de pointe. Personne à ce moment-là ne mesure encore que ce manteau va parler, qu'il va hurler la vérité longtemps étouffée, qu'il va désigner un coupable avec la froideur implacable de la science. Lorsque les résultats tombèrent, les enquêteurs restèrent figés. Dans les fibres usées du manteau d'Alain Roche, un fragment d'ADN avait survécu aux décennies. Ce n'était pas celui de Claire, mais celui d'un homme inconnu, enregistré nulle part dans les bases de données criminelles de l'époque. La science venait de ranimer le fantôme d'un meurtrier. L'air devint plus lourd dans le bureau des gendarmes, comme si le passé refaisait surface avec une intensité suffocante. Le silence qui suivit l'annonce ressemblait à une prière muette, un mélange de soulagement et de terreur. Après 30 ans, le crime pouvait enfin parler. Les techniciens expliquèrent que la tache sur le manteau provenait de fluides corporels,
une preuve matérielle irréfutable d'un contact direct entre la victime et son agresseur. Ce n'était plus une hypothèse, ni une rumeur, mais une trace biologique que personne ne pouvait effacer. La machine judiciaire, rouillée par les décennies d'attente, se remit en branle. Le parquet ordonna la réouverture officielle de l'affaire Dumas. Les journalistes flairèrent immédiatement le retour d'un drame oublié. Dans les colonnes des quotidiens régionaux, on titra « Le manteau de l'ombre parle enfin ». Mais l'ADN, aussi précis soit-il, n'était pas encore associé à un nom. Les enquêteurs de la cellule Cold Case se retrouvèrent face à une équation complexe. Identifier un profil génétique inconnu datant de 1992. Alors commença une traque moderne, utilisant des armes que l'époque n'avait jamais connues. Base de données génétiques, croisements familiaux, analyse comparative avec les registres internationaux. Chaque fragment devenait un fil, chaque fil une possible lignée à explorer. L'affaire Dumas entrait dans une nouvelle ère, où le passé se frottait au futur, où les secrets des campagnes se heurtaient aux algorithmes d'un monde globalisé. Dans le village, la nouvelle tomba comme une onde de choc. Les plus anciens se souvenaient encore du cortège funèbre de Claire, du cercueil blanc porté à travers les champs, des larmes silencieuses qui avaient creusé des rides prématurées sur le visage des parents. Certains habitants, devenus grands-parents, voyaient soudain ressurgir leur peur d'antan. Et tous se posaient la même question. Si ce n'était pas Alain Roche, alors qui? Qui parmi eux avait croisé Claire cette nuit-là, qui avait osé la frapper, l'étrangler, puis disparaître dans l'ombre, protégé par l'ignorance collective? Les enquêteurs décidèrent de reprendre la liste entière des suspects de l'époque. Les archives poussiéreuses furent rouvertes, les noms relus à haute voix dans des bureaux modernes illuminés par des écrans d'ordinateur. Alain Roche, bien sûr, restait en haut de la liste. Son manteau contenait la preuve biologique, mais rien n'indiquait encore si cet ADN venait de lui ou d'un tiers ayant emprunté, touché, contaminé le vêtement. Roche vivait désormais reclus, à quelques kilomètres du village, une existence effacée, hantée par l'accusation jamais prouvée. Il avait survécu au murmure, mais pas à la suspicion. Chaque regard de voisin était un rappel cruel de son passé. Lorsque les gendarmes frappèrent à sa porte en 2021, il comprit immédiatement. Ses mains tremblaient, ses yeux évitaient les leurs. Était-ce la peur d'un coupable ou simplement celle d'un homme brisé, fatigué de revivre éternellement la même accusation? On le conduisit au poste, on prit son ADN. Le verdict tomba rapidement. Aucune correspondance. Alain Roche n'était pas l'homme dont l'empreinte avait traversé 30 ans. Il n'était pas le meurtrier de Claire. Sa vie avait été détruite par une erreur, par un faisceau de soupçons mal orientés. Et pourtant, le doute persista dans l'esprit de certains. Pouvait-il avoir agi avec un complice? Le véritable choc survint quelques semaines plus tard. L'ADN inconnu, croisé avec les bases internationales, révéla une parenté partielle avec un homme arrêté en Allemagne pour un délit mineur. Pas une identité directe, mais une proximité génétique, suggérant un lien familial. Les enquêteurs se plongèrent dans des arbres généalogiques, épluchèrent des archives d'état civil, contactèrent des mairies. Peu à peu, un nom émergea, Jacques Mervin, ancien saisonnier agricole dans la région, disparu des radars peu après l'hiver 1992. Mervin. Le nom réveilla une mémoire trouble chez certains anciens du village. Oui, il y avait bien eu ce type venu travailler lors des moissons, un homme discret, taciturne, logeant dans une ferme isolée. On racontait qu'il buvait seul le soir, qu'il errait parfois dans les bois. Mais personne n'avait pensé à lui à l'époque. Il n'était qu'un étranger de passage, avalé ensuite par l'anonymat des grandes villes. Et pourtant, tout semblait désormais pointer vers lui. Les enquêteurs retrouvèrent sa trace dans un dossier d'assurance maladie, puis dans un rapport de police en Belgique, où il avait été impliqué dans une rixe. Chaque découverte rapprochait le spectre de Claire de la vérité. Mais Jacques Mervin était mort en 2008, dans un accident de voiture. La justice ne pourrait jamais l'interroger. Le silence de sa tombe devenait une barrière infranchissable, mais l'ADN, lui, criait. Le manteau d'Alain Roche portait bien sa signature génétique. Les gendarmes firent exhumer le dossier, présentèrent les résultats aux familles. Le choc fut immense. 30 ans de questions, 30 ans de soupçons injustes, 30 ans de souffrances silencieuses, et voilà que le coupable surgissait de l'ombre, mais trop tard pour affronter un tribunal. Les parents de Claire n'étaient plus là pour entendre ce nom. Seul son frère cadet, désormais quinquagénaire, reçut la nouvelle. Ses yeux se voilèrent d'une douleur ancienne,
mélangé à un soulagement amer. Il murmura « Au moins, elle peut reposer en paix. » Mais cette paix était relative, car l'histoire ne s'arrêtait pas à un nom retrouvé dans une base de données. Les enquêteurs s'interrogèrent. Jacques Mervin avait-il agi seul? Était-il un prédateur opportuniste ou un homme qui avait déjà frappé ailleurs? En fouillant les archives, on découvrit que dans d'autres villages voisins, entre 1990 et 1993, plusieurs femmes avaient disparu dans des circonstances étranges. Des dossiers classés, des familles oubliées. Le spectre d'un tueur en série planait soudain sur les campagnes françaises. Les journalistes flairèrent un scandale plus vaste. Les unes des journaux s'enflammèrent. Le manteau du sang, un tueur oublié dans nos campagnes? Les plateaux de télévision ressuscitèrent de l'affaire, invitèrent des criminologues, des psychologues, des anciens enquêteurs. On analysait la solitude rurale, la vulnérabilité des jeunes femmes, l'impuissance de la gendarmerie d'alors. Le nom de Jacques Mervin devint une énigme nationale. Qui était-il vraiment? Et combien de vies avait-il brisé? Dans le village de Saint-Aubin-les-Bois, une plaque commémorative fut posée en mémoire de Claire. Les habitants se rassemblèrent, certains pour pleurer, d'autres pour se libérer de la peur enfouie. Mais dans les murmures du cortège, une question revenait sans cesse. Pourquoi a-t-il fallu 30 ans pour entendre la voix de la vérité? Pourquoi la science a-t-elle dû attendre si longtemps pour rendre justice? L'affaire Dumas devenait alors plus qu'une histoire criminelle. Elle incarnait les limites de la justice humaine, l'attente interminable des familles, la cruauté du temps qui efface les témoins mais conserve les preuves muettes. Ce manteau, ce simple vêtement oublié, devenait le symbole d'une époque révolue et d'un combat éternel, celui de la vérité contre l'oubli. Et pourtant, une ombre demeurait, car si l'ADN désignait Mervyn, certains détails de la scène du crime restaient inexpliqués. Les marques de strangulation, la brutalité des coups, la mise en scène du corps, tout suggérait une rage démesurée, presque théâtrale. Était-ce vraiment le geste d'un seul homme ou le résultat d'un pacte, d'une complicité silencieuse? Les enquêteurs, malgré la mort de Mervyn, décidèrent de creuser plus loin, car derrière chaque meurtrier identifié, il peut y avoir une main invisible, une voix qui souffle dans l'ombre, une présence qui attend son heure. On disait de Jacques Mervin qu'il n'était qu'un visage de passage, une ombre parmi d'autres travailleurs saisonniers venus offrir leurs bras aux moissons. Pourtant, lorsqu'on replongea dans les archives, un portrait plus inquiétant prit forme. Né en 1964 dans une petite ville de l'Est de la France, fils d'un père militaire autoritaire et d'une mère effacée, il avait grandi dans un foyer où le silence pesait plus lourd que les cris. Les voisins se souvenaient d'un adolescent taciturne, toujours seul, fuyant les jeux collectifs pour s'enfoncer dans les bois. Déjà à l'école, il dessinait des scènes violentes, griffonnait des figures menaçantes, comme s'il portait en lui un monde intérieur fait de rage et de ténèbres. À 17 ans, il quitte le domicile familial après une violente dispute. On ne saura jamais exactement ce qui s'est dit ce soir-là, mais son départ fut définitif. Il vécut de petits boulots, souvent agricoles, parcourant la France rurale avec pour seul bagage un sac usé. Les registres montrent qu'il n'avait jamais de domicile fixe, jamais de véritable attache. Une vie errante, ponctuée d'ivresse solitaire et de bagarres dans les bars. Ses collègues de ferme le décrivaient comme un homme dur, imprévisible, qui travaillait sans relâche le jour, mais dont les nuits s'emplissaient d'un silence oppressant. En Belgique, en 1989, il fut arrêté après avoir agressé un autre ouvrier à coups de bouteille. L'affaire avait été classée après quelques jours de garde à vue, faute de plainte. Mais ce détail, exhumé 30 ans plus tard, renforçait l'image d'un homme habité par une violence latente, prête à exploser au moindre prétexte. Ce qui glaça les enquêteurs, ce fut la découverte de témoignages isolés. Une serveuse de bar qui se souvenait de son regard fixe et insistant sur les jeunes clientes. Une voisine qui l'avait surpris en train d'observer, à travers une haie, une adolescente se changeant dans sa chambre. Rien de suffisant pour l'arrêter, mais autant de signes avant-coureurs qui, rétrospectivement, dessinaient le contour d'un prédateur. Quand il arriva à Saint-Aubin-les-Bois, en 1992, personne ne se doutait de ce qui allait suivre. Pour les habitants, il n'était qu'un ouvrier de plus, venu renforcer les rangs pour les récoltes. Il logeait dans une petite chambre, au-dessus d'une étable, payait son loyer en liquide, parlait peu, mais derrière ces silences se cachait une fascination morbide. On raconte que Claire, la jeune boulangère, avait parfois croisé son chemin. Rien de direct,
juste quelques regards furtifs lorsqu'il passait devant la vitrine de la boulangerie. Mais ces instants insignifiants pour elle pouvaient, pour lui, nourrir une obsession grandissante. Les psychiatres criminels, consultés après coup, analysèrent ce comportement comme typique d'une personnalité antisociale. Jacques Mervin présentait tous les signes d'un chasseur d'opportunités. Isolement, absence de liens sociaux solides, incapacité à exprimer ses émotions autrement que par la violence. Les campagnes françaises des années 90, encore marquées par l'isolement géographique et la rareté des moyens policiers, étaient pour lui un terrain idéal, un espace où les cris pouvaient se perdre dans les champs, où les disparitions pouvaient se confondre avec les départs volontaires. Le meurtre de Claire, brutal, acharné, portait la marque d'une colère dirigée contre une figure féminine symbolique. Ce n'était pas un crime calculé, mais une explosion de rage. Les coups, l'étranglement, la dissimulation sommaire du corps sous des branchages. Tout indiquait un passage à l'acte impulsif, mais nourri par des années de frustration et de haine contenue. Les enquêteurs, relisant le dossier, furent frappés par la violence démesurée, comme si Mervin n'avait pas seulement tué une jeune femme, mais voulu écraser tout un monde qui lui échappait. Pourtant, une question obsédait les gendarmes. S'agissait-il d'un acte isolé ou du premier maillon d'une chaîne plus sombre ? Car en comparant les archives, des similitudes apparurent. En 1990, dans un village voisin, une ouvrière agricole de 20 ans avait disparu après une fête foraine. Son corps n'avait jamais été retrouvé. En 1993, à 50 km de là, une étudiante avait été retrouvée morte dans un fossé, battue à mort. Les dossiers, classés à l'époque faute de preuves, présentaient des points communs troublants. Femmes jeunes, seules, agressées à proximité de zones rurales isolées. Et à chaque fois, selon les registres d'embauche, Jacques Mervin se trouvait dans la région. L'idée d'un tueur en série émergea, pas un monstre médiatique comme ceux que l'Amérique exhibait dans ses faits divers, mais un prédateur silencieux, invisible, se faufilant dans les interstices de la France profonde. Ces crimes, noyés dans le brouillard de l'époque, avaient été traités comme des accidents, des drames isolés. Mais la lumière nouvelle des analyses ADN redessinait la carte. Ce n'était plus une série d'événements disparates, mais un puzzle macabre dont Mervin pourrait bien être la pièce centrale. La cellule Cold Case décida alors d'explorer la psychologie de l'homme. Ils consultèrent des psychiatres spécialisés dans la criminalité violente. Tous décrivirent le profil d'un individu marqué par un vide affectif abyssal, une incapacité à créer des relations authentiques, compensée par un besoin de domination totale. Pour ces experts, la brutalité du meurtre de Claire révélait une signature psychologique, une volonté de nier l'existence même de l'autre, de transformer une personne vivante en objet inerte. L'étranglement, geste intime et archaïque, traduisait un besoin de contrôler jusqu'au dernier souffle. Mais ce qui glaçait le sang, c'était de savoir que Mervin était mort depuis longtemps, emportant ses secrets dans la tombe. Il n'y aurait jamais de confession, jamais de procès, jamais de confrontation directe entre la justice et le criminel. Restait alors la mémoire et l'obsession des enquêteurs de relier chaque indice, chaque témoignage, chaque fragment de preuve. Car peut-être existait-il encore d'autres traces, d'autres manteaux oubliés, d'autres vêtements tachés de cette vérité silencieuse. Dans le village, certains se souvenaient soudain d'anecdotes troublantes. Une femme racontait qu'un soir de 1992, en rentrant de la messe, elle avait aperçu un homme debout dans l'ombre, immobile, la fixant sans bouger. Elle pensait à un vagabond, mais aujourd'hui, son souvenir prenait un tout autre sens. Un agriculteur affirma avoir retrouvé des outils déplacés dans sa grange, comme si quelqu'un s'y était abrité. Des indices minuscules, banals à l'époque, mais qui, sous la lumière des révélations, formaient une toile inquiétante. Les journalistes, eux, s'emparèrent de la dimension psychologique. Les magazines consacrèrent des dossiers à l'ombre de la campagne, décryptant le malaise de ces zones rurales désertées où l'isolement nourrit parfois la folie. On interrogea des historiens qui rappelèrent que dans les archives du XIXe siècle, déjà, des drames similaires s'étaient produits. Femmes disparues dans les forêts, crimes jamais élucidés, laissés à l'oubli. Comme si la campagne française avait toujours porté en elle cette face sombre, invisible sous la carte postale des blés dorés et des clochers. Mais au-delà des analyses, il y avait l'indicible. Une question suspendue. Combien de Claires avaient croisé le chemin de Jacques Mervin ? Combien de familles avaient enterré une fille sans savoir que leur douleur était reliée à une autre,
quelques kilomètres plus loin. Le spectre d'un serial killer rural, resté dans l'ombre pendant des années, devenait un cauchemar collectif. Et les enquêteurs, hantés par l'idée d'un nombre inconnu de victimes, savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter là. L'ADN avait parlé une fois. Peut-être parlerait-il encore. Alors, dans un silence presque religieux, ils rouvrirent d'autres armoires de scellés. D'autres manteaux, d'autres robes tachées, attendaient dans l'ombre, prêtes à livrer leurs secrets. Les armoires de scellés s'ouvrirent comme des tombeaux poussiéreux, libérant l'odeur âcre du papier vieilli et du tissu enfermé depuis des décennies. Chaque sac numéroté contenait des fragments d'histoires inachevées, foulards tachés, couteaux rouillés, bijoux récupérés sur des corps abandonnés. Pour les enquêteurs, ce n'était pas seulement de la matière inerte, mais autant de voix étouffées attendant d'être entendues. La technologie ADN moderne leur donnait enfin la possibilité d'écouter ces voix. Alors, un par un, ils prélevèrent, scannèrent, comparèrent, espérant que le manteau de Claire ne soit pas le seul à révéler ses secrets. Le premier dossier rouvert fut celui de Sophie Lambert, ouvrière agricole disparue en 1990. Elle avait 20 ans, travaillait comme saisonnière dans une exploitation fruitière. Après une fête de village, on l'avait vue marcher seule sur une route de campagne. Elle n'était jamais rentrée. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Les gendarmes de l'époque avaient conclu à une fugue, une hypothèse commode qui permettait de classer l'affaire sans provoquer de panique. Mais en fouillant les archives, on découvrit une pièce restée dans l'ombre, un foulard taché retrouvé dans un fossé à quelques kilomètres du lieu de la disparition. À l'époque, les analyses n'avaient rien donné. En 2021, ce morceau de tissu fut soumis aux nouvelles méthodes. Et l'empreinte génétique qui en émergea était la même que celle retrouvée sur le manteau d'Alain Roche. Jacques Mervin venait d'être lié, post-mortem, à une deuxième victime. La nouvelle tomba comme une bombe. Ce n'était plus un crime isolé, mais une série. La figure du tueur en série prenait forme, dessinée par la science avec la précision glaciale des chiffres et des séquences génétiques. Les enquêteurs, pourtant aguerris, sentirent un frisson courir dans leur dos. Si 2 victimes pouvaient être reliées, combien d'autres attendaient dans l'ombre? Ils se plongèrent alors dans l'affaire de 1993. L'étudiante retrouvée morte dans un fossé, à 50 km de Saint-Aubin-les-Bois. À l'époque, l'autopsie avait révélé une mort violente, mais l'absence de témoins et de preuves matérielles avait mené à un classement sans suite. Cette fois, un détail attira l'attention. Une robe conservée dans un sac de scellés, tachée de sang séché. Les nouvelles analyses confirmèrent la présence de l'ADN de la victime, mais aussi, de nouveau, celui de Jacques Mervin. 3 femmes, 3 vies broyées, reliées par la même empreinte invisible. La presse s'enflamma. Les gros titres claquaient comme des coups de tonnerre. Le fantôme des campagnes. Un serial killer identifié 30 ans après. ADN contre l'oubli. La traque posthume d'un meurtrier. 3 victimes confirmées. Mais combien d'autres? Les plateaux de télévision se peuplèrent d'experts en criminologie, analysant le profil psychologique d'un homme qui avait échappé à toute détection. Certains parlaient de l'isolement rural comme d'un terrain fertile pour ce type de prédateur, des lieux sans caméra, sans témoins, où la disparition pouvait se confondre avec le silence. Dans le village de Saint-Aubin-les-Bois, la révélation eut l'effet d'une plaie rouverte. Les anciens se rappelaient désormais de détails refoulés. Une habitante jura avoir vu Mervyn rôder près de l'école, un soir d'automne, le regard perdu dans la cour. Un agriculteur affirma qu'il avait trouvé un couteau abandonné dans son champ, sans jamais oser en parler. Des souvenirs fragmentés, hachés par le temps, revenaient à la surface comme des bulles de boue dans un marécage. Les enquêteurs décidèrent de ne pas s'arrêter là. Chaque village environnant fut recontacté, chaque disparition, non élucidée, répertoriée. On dressa une carte des campagnes françaises, semée de points rouges représentant les lieux où de jeunes femmes avaient disparu entre 1988 et 1994. Le nom de Jacques Mervin apparaissait régulièrement dans les registres saisonniers de ces régions, comme une silhouette errante qui laissait derrière elle une traînée de morts invisibles. Mais une question troublante se posait. Pourquoi ces affaires avaient-elles été classées si vite? Pourquoi la gendarmerie de l'époque avait-elle choisi la thèse de la fugue plutôt que celle du crime? Certains anciens policiers, interrogés par les journalistes, reconnurent une vérité amère. Les moyens étaient limités, les campagnes oubliées par les grandes directions, et les disparitions de jeunes femmes étaient trop souvent minimisées, reléguées au rang de faits divers sans importance.
La société elle-même, en 1992, n'avait pas la même vigilance. Les victimes étaient souvent réduites au silence par la négligence institutionnelle. Cette révélation fit naître une colère sourde. Des familles de disparus, jusque-là oubliées, exigèrent la réouverture de leurs dossiers. Des associations se créèrent pour réclamer une justice posthume. Le nom de Claire Dumas, symbole de ce combat, fut brandi dans des marches silencieuses organisées à travers la région. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une jeune boulangère assassinée, mais celle d'un système qui avait failli, d'une justice aveugle incapable de protéger les plus vulnérables. Pour les enquêteurs, le poids devenait écrasant. Chaque nouvelle découverte élargissait l'ombre de Jacques Mervin. Était-il responsable de 3 meurtres, de 5, de 10 ? Les archives laissaient entrevoir des dizaines de dossiers dormants. Mais l'homme était mort, et avec lui la possibilité d'une confrontation directe. Restait seulement l'ADN, froid, clinique, implacable. Et pourtant, un doute persistait, car certaines incohérences résistaient aux certitudes. Dans l'affaire de 1993, par exemple, des empreintes de chaussures relevées sur le sol ne correspondaient pas à la pointure de Mervyn. Dans le dossier de Sophie Lambert, un témoin avait affirmé avoir vu 2 hommes rôder près de la fête. Les gendarmes commencèrent à envisager une hypothèse plus inquiétante encore. Mervyn n'avait peut-être pas agi seul. Peut-être existait-il un complice, une autre silhouette tapie dans l'ombre, toujours vivante. Cette idée glaça le sang des habitants. Car si l'ADN de Mervyn liait les crimes, l'absence de preuves sur un éventuel complice laissait planer une menace invisible. Un meurtrier pouvait encore vivre parmi eux, vieilli, rangé, mais toujours marqué par le sang versé. Dans les cafés, les conversations se faisaient plus basses. On scrutait les visages familiers avec une méfiance nouvelle. Qui, dans ce village tranquille, cachait une vérité inavouable? Les enquêteurs décidèrent alors de reprendre la piste sous un autre angle, celui de la complicité silencieuse. Car un tueur isolé laisse des traces, mais un duo peut se protéger, se couvrir, se taire. Les criminologues rappelèrent l'existence de cas célèbres où 2 prédateurs avaient agi ensemble, nourrissant leur folie dans un miroir pervers. L'idée qu'un complice de Mervyn ait survécu se fonde désormais dans la normalité, devint l'obsession des enquêteurs. Le manteau, une fois encore, fut scruté. Car dans ses fibres, peut-être, se cachait une 2e voie génétique. Les experts poussèrent leurs analyses plus loin, jusqu'au seuil des limites technologiques. Et un soir, dans le silence d'un laboratoire, un résultat inattendu apparut. Une seconde trace, partielle, incomplète, mais distincte de celle de Mervyn. Pas assez pour identifier un individu, mais suffisamment pour confirmer une certitude terrifiante. Claire n'avait pas seulement affronté Jacques Mervin cette nuit-là, elle avait affronté au moins 2 hommes. La découverte d'une seconde trace génétique sur le manteau fut comme une lame de rasoir glissée dans l'échine des enquêteurs. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un prédateur solitaire, mais celle d'un duo, d'une complicité monstrueuse. Et si Jacques Mervin était mort depuis longtemps, celui qui l'avait accompagné dans la nuit du 12 novembre 1992 pouvait encore être vivant. Le passé s'ouvrait sur le présent, et l'idée glaçante d'un tueur tapi dans la normalité quotidienne surgissait comme une ombre nouvelle. Les laboratoires se confirmèrent, la trace partielle n'était pas une contamination accidentelle, trop nette, trop cohérente. Elle appartenait à un autre homme, inconnu, jamais enregistré, mais la quantité était infime, un fragment génétique qui ne permettait pas encore d'identifier clairement l'individu. Il fallait donc reprendre les archives, fouiller les témoignages, exhumer les souvenirs. Chaque détail oublié devenait crucial. Les enquêteurs retournèrent dans le village de Saint-Aubin-les-Bois. Ils interrogèrent à nouveau les anciens habitants, ceux qui, 30 ans plus tôt, avaient côtoyé Mervyn. Certains parlaient d'un ouvrier avec qui ils buvaient parfois, d'un compagnon de bar rencontré lors des récoltes. Un prénom revenait de manière sporadique, Lucien. Personne ne connaissait son nom de famille, mais plusieurs se souvenaient d'un homme grand, blond, discret, qui travaillait avec Mervyn dans les champs. On disait qu'ils formaient un duo inséparable, toujours à l'écart des autres, partageant des cigarettes à l'abri des regards. Le problème était que dans les registres agricoles de 1992, aucun Lucien n'apparaissait. Les enquêteurs se heurtèrent à un vide administratif. Était-il un saisonnier payé au noir, un vagabond, ou bien un pseudonyme qu'il utilisait pour se cacher? La piste était fragile, mais elle suffisait pour rouvrir les plaies de la mémoire. Une femme affirma se rappeler avoir vu Mervyn et ce fameux Lucien marcher ensemble près de la forêt,
quelques jours avant la disparition de Claire. Un agriculteur se souvenait d'une bagarre dans un bar où les 2 hommes, ivres, avaient été expulsés par le patron. De simples anecdotes, mais qui, reliées entre elles, formaient une trame invisible. La gendarmerie lança des recherches dans les archives nationales. En recoupant les témoignages et les rares indices, ils finirent par retrouver une piste. Un certain Lucien Arnaud, ouvrier agricole itinérant, condamné en 1987 pour vol, puis disparu des radars. Son dossier pénal le décrivait comme un homme instable, violent lorsqu'il buvait. Mais ce qui glaça les enquêteurs fut la découverte de son lieu de naissance. Un village situé à seulement 20 km de Saint-Aubin-les-Bois. Lucien Arnaud n'était pas un étranger de passage, mais un enfant du pays, revenu anonymement travailler dans les champs de son enfance. L'étau se resserrait. Si l'ADN partiel pouvait un jour être confronté à celui de Lucien Arnaud, la vérité jaillirait. Mais encore fallait-il le retrouver. Était-il mort comme Mervyn? Ou bien vivait-il toujours, dissimulé derrière une façade banale, peut-être grand-père, peut-être voisin, peut-être assis chaque matin à la terrasse du café? L'idée même fit frémir le village. Les habitants commencèrent à scruter leurs entourages, à se demander si le vieil homme croisé au marché n'avait pas, dans sa jeunesse, participé à l'assassinat de Claire. La peur, 30 ans après, reprit racine. Les enquêteurs, eux, savaient que le temps jouait contre eux. Les archives administratives, les registres de décès, les bases génétiques devaient être exploitées au plus vite. On demanda au juge l'autorisation de comparer la trace ADN avec celle des descendants de la famille Arnaud, afin de trouver une correspondance indirecte. C'était une démarche sensible, éthiquement discutable, mais nécessaire. Car si Lucien était toujours en vie, il pouvait être l'ultime survivant d'un duo meurtrier, l'homme qui portait encore le poids du secret. Pendant ce temps, les médias se nourrissaient de l'affaire. Les journaux parlaient d'un binôme du mal, de 2 ombres criminelles errant dans les campagnes. Les émissions télévisées multipliaient les débats, spéculant sur la psychologie d'un tandem meurtrier. Les experts expliquaient que les tueurs en duo développaient souvent une dynamique perverse, l'un dominant, l'autre soumis, mais tous 2 prisonniers d'un pacte silencieux. Dans ce scénario, Mervyn aurait été le bras armé, l'homme de la rage brute, tandis que Lucien aurait été l'ombre complice, l'instigateur ou le témoin actif. Cette hypothèse fascinait autant qu'elle terrifiait. Dans la cellule Cold Case, une tension électrique s'installait. Les enquêteurs passaient des nuits entières à comparer les témoignages, à recouper les dates, à chercher le moindre indice permettant de localiser Lucien Arnaud. Certains rapports laissaient entendre qu'il aurait quitté la France en 1995 pour travailler en Espagne. D'autres suggéraient qu'il avait purgé une peine de prison en Italie sous une fausse identité. Le personnage semblait insaisissable, comme un fantôme glissant entre les frontières. Mais un soir de février 2022, un appel changea tout. Un laboratoire confirma qu'un échantillon ADN, prélevé sur un descendant de la famille Arnaud, présentait une correspondance partielle avec la trace retrouvée sur le manteau. Ce n'était pas une preuve absolue, mais c'était suffisant pour affirmer que le complice appartenait bien à cette lignée. Lucien Arnaud, ou l'un de ses proches directs, était impliqué dans le meurtre de Claire. La nouvelle résonna comme un coup de tonnerre dans la salle d'enquête. 30 ans de silence venaient d'être transpercés par une certitude génétique. Mais avec cette certitude surgissait une angoisse nouvelle. Si Lucien vivait toujours, il n'était pas seulement un témoin du passé. Il était un homme en chair et en os, capable d'avoir tué à nouveau, ailleurs, dans l'ombre. Dans le village, la peur devint paranoïaque. Les habitants se souvenaient de visages, de silhouettes, mais personne ne savait où était passé Lucien. Certains prétendaient l'avoir croisé en Espagne dans les années 2000. D'autres affirmaient l'avoir vu revenir discrètement au pays pour assister à des funérailles. Mais rien de concret. L'absence de corps, de tombe, de preuves de décès faisait de lui un spectre omniprésent. La presse s'empara de cette dimension spectrale. « Le complice fantôme », titra un grand quotidien national. Les plateaux télé évoquaient un tueur caché parmi nous. Les journalistes venaient interroger les habitants, braquant leurs caméras sur des visages anonymes, cherchant à arracher des fragments de mémoire. Certains villageois, exaspérés, refusèrent de parler. D'autres, au contraire, virent l'occasion d'exorciser leurs souvenirs. Une femme confia avoir reçu, en 1993, une lettre anonyme contenant seulement ces mots. Elle n'a pas souffert. Elle n'en avait jamais parlé, de peur qu'on la prenne pour une folle. Aujourd'hui,
cette lettre prenait une résonance terrifiante. Les enquêteurs, eux, savaient qu'ils se trouvaient devant un précipice. Si Lucien Arnaud était vivant, il représentait la clé manquante, l'homme qui pouvait révéler la vérité entière. Mais s'il était mort, il faudrait se contenter d'une justice incomplète, d'un puzzle dont une pièce manquerait à jamais. Dans leur nuit blanche, les gendarmes relisaient les dossiers comme on scrute des oracles. Ils savaient que dans chaque détail, chaque phrase oubliée, pouvait se cacher la piste qui les mènerait à Lucien. Car l'histoire n'était pas finie. Elle n'avait jamais été finie. Et dans l'ombre des campagnes françaises, un complice survivait peut-être encore, portant en lui le secret d'un meurtre qui, 30 ans plus tard, continuait d'empoisonner les vivants. La traque de Lucien Arnaud devint une obsession nationale. Chaque piste, chaque rumeur, chaque fragment de souvenir était examiné comme une pièce sacrée. Les enquêteurs savaient qu'ils n'avaient pas affaire à un criminel ordinaire, mais à une ombre, un homme qui avait traversé les décennies sans laisser de traces officielles. Sa disparition des radars relevait presque de l'effacement volontaire, comme s'il avait décidé de se fondre dans l'anonymat d'une foule plus vaste, disparaître dans la poussière des routes. Mais l'ADN, lui, ne disparaît jamais. Les recherches commencèrent par la famille. Les frères, les cousins, les neveux furent convoqués, parfois réticents, parfois abattus par l'idée qu'un sang criminel coulait dans leurs veines. Beaucoup refusèrent d'y croire. Certains accusèrent la police de vouloir salir leur nom. Mais les prélèvements confirmèrent, encore et encore, que la trace retrouvée sur le manteau de Claire appartenait bien à la lignée Arnaud. L'ombre de Lucien se resserrait, même s'il lui restait insaisissable. Les enquêteurs s'aventurèrent alors sur le terrain des pistes internationales. Un vieux rapport mentionnait un ouvrier français, blond, engagé dans une ferme d'Andalousie en 1996. Un autre signalement, en Italie, évoquait un certain Louis Arnaudi, arrêté pour bagarre dans une discothèque. Le nom changeait, les contours se brouillaient, mais le schéma restait le même. Un homme seul, violent, qui disparaissait aussitôt après l'incident. Comme un fauve qui surgit, frappe, puis se replie dans l'obscurité. La presse, toujours avide de sensations, s'enflamma. On parlait désormais d'une chasse à l'homme fantôme, d'un complice invisible qui hante l'Europe depuis 30 ans. Les visages de Lucien, reconstitués par des logiciels d'âge, circulaient dans les journaux et sur les écrans. On montrait un homme vieilli, aux traits tirés, les yeux durs. Mais personne ne pouvait confirmer l'avoir vu. Les frontières du réel et du fantasme se brouillaient. Certains témoignages affluaient. Un chauffeur routier jurait l'avoir pris en stop en 2002. Une infirmière affirma l'avoir soigné dans un hôpital portugais. Rien n'était vérifiable. Chaque piste ouvrait un gouffre d'incertitude. Dans le village de Saint-Aubin-les-Bois, la peur devint paranoïaque. Les habitants scrutaient les visages familiers avec méfiance. Et si Lucien n'était jamais parti? Et si, depuis le début, il avait choisi de se cacher à ciel ouvert, vieillissant au milieu d'eux, protégé par le silence et l'oubli collectif? Les vieilles rancunes, les vieilles jalousies ressurgirent. Chacun avait son suspect. Les gendarmes recevaient des appels anonymes accusant tel ou tel vieil homme du village. Mais aucun ne correspondait vraiment. Le spectre de Lucien planait, insaisissable. Les enquêteurs décidèrent alors de revisiter l'hypothèse de la complicité. Si Lucien avait aidé Mervyn, quel rôle exact avait-il joué? Était-il le cerveau ou seulement l'ombre qui regardait, encourageait, participait? Les criminologues rappelèrent que dans de nombreux duos meurtriers, le lien entre les deux protagonistes était presque fusionnel. Ils se nourrissaient mutuellement, amplifiaient leur folie. Peut-être que Mervyn, dans sa rage brute, avait trouvé en Lucien un témoin complice, un miroir qui légitimait sa violence. Peut-être que l'un sans l'autre n'aurait jamais franchi la limite. Cette idée glaçait davantage que la présence d'un seul tueur. Il s'agissait d'un pacte, d'une alliance, unis dans le crime comme d'autres, le sont dans l'amour. Dans les bureaux de la cellule Cold Case, les enquêteurs alignaient des photos, des cartes, des dates. Ils cherchaient en des recoupements. Et un soir, en superposant les archives, un schéma apparut. En 1992, 1993, 1994, plusieurs crimes non résolus avaient eu lieu dans un rayon de 100 km autour de Saint-Aubin-les-Bois. À chaque fois, des ouvriers saisonniers travaillaient dans les environs. Et toujours, un certain Lucien Arnaud apparaissait en marge, jamais directement impliqué, mais toujours là, comme une ombre en périphérie. Ce schéma confirma leur pire crainte.
Lucien n'était pas un simple complice passif, il était peut-être co-auteur, voire instigateur. Mais comment le prouver 30 ans plus tard? Le droit, la justice, les preuves matérielles semblaient se dérober. Seule la science, encore une fois, pouvait parler. Alors, les laboratoires intensifièrent leurs recherches sur les fragments d'ADN. Chaque fibre du manteau, chaque particule de tissu fut examinée. Les résultats furent longs à venir, mais ils révélèrent un détail inattendu. La trace génétique de Lucien n'était pas seulement présente sur le manteau. On en retrouva aussi sur un cordon utilisé pour étrangler Claire. Une preuve accablante. Lucien n'était pas seulement témoin, il avait mis la main au meurtre. Lorsque cette vérité fut révélée, une onde de choc traversa le pays. Le duo Mervyn-Arnaud devint l'incarnation même de l'horreur rurale. Deux hommes, liés par une complicité perverse, qui avaient transformé les campagnes en terrain de chasse. Mais alors que l'un reposait dans une tombe depuis 2008, l'autre demeurait libre, introuvable, peut-être toujours vivant. Cette asymétrie créait une angoisse insoutenable. La justice semblait n'avoir rattrapé que la moitié du mal. Les familles des victimes réagirent avec une colère mêlée de désespoir. Certaines se réjouissaient d'apprendre enfin la vérité. D'autres hurlaient qu'une vérité incomplète était pire qu'un mensonge. Le frère de Claire déclara à la télévision « On nous a volé notre sœur, on nous a volé notre vie, et maintenant on nous vole notre justice. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation, pas seulement de Mervyn et d'Arnaud, mais aussi d'un système judiciaire trop lent, trop aveugle. Dans les villages alentours, les rumeurs devinrent folles. On prétendait que Lucien vivait sous une fausse identité en Espagne, qu'il travaillait comme berger dans les montagnes, qu'il avait refait sa vie. D'autres affirmaient qu'il s'était suicidé, incapable de porter son secret. Mais aucune preuve tangible n'émergeait. Les enquêteurs suivaient chaque piste, épuisés par une traque qui ressemblait à un combat contre un fantôme. Et pourtant, dans ce brouillard, un nouvel élément surgit. Une photo, retrouvée dans les archives d'un commissariat espagnol. Elle montrait un homme arrêté en 1998 pour une rixe dans un bar. Blond, grand, le regard dur. Le nom inscrit sur le procès-verbal était Luis Arnaudi. Mais pour ceux qui avaient vu les portraits vieillis de Lucien, il n'y avait pas de doute. C'était lui. L'homme avait été relâché faute de charge, puis avait disparu. Cette image, figée sur un papier jauni, devint le seul visage concret d'un complice insaisissable. L'affaire bascula alors dans une autre dimension. Lucien Arnaud n'était plus seulement une ombre du passé. Il était une menace du présent. Les enquêteurs savaient que tant qu'il ne serait pas retrouvé, la plaie resterait béante. La traque devenait une urgence, non pas pour juger un mort, mais pour affronter un vivant. La photo de 1998, ce visage figé derrière le nom falsifié de Luis Arnaudi, devint l'icône d'une traque moderne. Les enquêteurs savaient enfin que Lucien Arnaud n'était pas un fantôme inventé par les souvenirs fragmentés des villageois. Il avait existé, il avait circulé, il avait échappé. L'image d'un homme arrêté puis relâché par une police étrangère fit l'effet d'une gifle. La rage monta dans les bureaux de la cellule Cold Case. Combien d'occasions avaient été perdues? Combien de vies auraient pu être sauvées si, ce soir-là en Espagne, on avait eu les moyens de croiser son identité avec le meurtre de Claire? À partir de cette photographie, la traque prit un nouvel élan. Les logiciels de reconnaissance faciale furent mobilisés, comparant ce visage vieilli aux millions d'images circulant sur les réseaux, dans les bases policières, sur les caméras de surveillance. Mais Lucien était passé maître dans l'art de disparaître. Aucun passeport, aucune carte d'identité, aucun enregistrement officiel depuis les années 2000. Comme si, après cette arrestation, il avait définitivement choisi de se glisser dans les interstices de la société, d'habiter les marges invisibles où personne ne pose de questions. Pourtant, les pistes continuaient d'affluer. En 2003, une jeune femme espagnole avait disparu à Grenade. Son corps avait été retrouvé dans un ravin, battu et étranglé, d'une manière étrangement similaire au meurtre de Claire. L'enquête locale, à l'époque, avait conclu à un crime isolé. Mais lorsque les Français revinrent sur le dossier, un détail glaça leur sang. Une trace ADN masculine jamais identifiée figurait encore dans les scellés. Les laboratoires comparèrent, et le verdict tomba. Correspondance partielle avec l'ADN Arnaud. L'ombre de Lucien venait de franchir une frontière. Ce nouveau lien transforma la traque en affaire internationale. Europol fut saisi. Des réunions s'organisèrent entre la France, l'Espagne et l'Italie.
On évoquait désormais l'existence d'un tueur itinérant, un homme errant d'un pays à l'autre, laissant derrière lui une traînée de victimes isolées, invisibles aux yeux d'un système judiciaire cloisonné. Chacun avait vu une pièce du puzzle, mais personne n'avait assemblé l'ensemble. Les journalistes flairèrent le scandale. On parla d'un « Jack l'éventreur des campagnes européennes ». Les journaux espagnols titraient « Le fantôme français derrière nos disparus ». En Italie, une émission de télévision consacra un long reportage aux crimes non résolus des années 90, interrogeant des familles brisées qui découvraient soudain que leur douleur était peut-être liée à un homme venu d'ailleurs. Le nom de Lucien Arnault, jusque-là inconnu, devenait synonyme d'horreur continentale. Dans le village de Saint-Aubin-les-Bois, les habitants suivirent cette nouvelle avec un mélange de stupeur et de terreur. Ce qui avait commencé comme un drame local, le meurtre d'une jeune boulangère, prenait des dimensions vertigineuses. On découvrait que leur village avait peut-être été le point de départ d'un monstre européen. Les plus âgés se souvenaient d'avoir croisé cet homme, d'avoir peut-être échangé quelques mots avec lui. Le simple fait d'avoir partagé une bière dans un bar avec ce prédateur les hantait désormais. Pour les enquêteurs, la question cruciale restait « Lucien était-il encore vivant ? Si oui, où se cachait-il ? Les portraits vieillis montraient un homme aux cheveux grisonnants, au regard dur, aux traits marqués. Mais sans preuve de décès, tout restait possible. L'idée qu'il puisse vivre quelque part, peut-être dans une petite maison isolée, un autre village rural, était insupportable. Car si Lucien vivait, rien ne prouvait qu'il avait cessé de tuer. Les criminologues avertirent que les tueurs en série vieillissaient rarement dans l'innocence. Même diminués, même fatigués, leurs compulsions restaient vives. L'idée que Lucien puisse avoir continué à tuer dans l'ombre des années 2000 et 2010 glaça la cellule d'enquête. On examina les bases de données européennes à la recherche de crimes similaires. Des femmes disparues, retrouvées battues et étranglées, des corps abandonnés dans des zones rurales. Le nombre de correspondances possibles fit frémir. La traque prit un visage presque métaphysique. Les enquêteurs ne poursuivaient pas seulement un homme, mais un spectre, l'incarnation du mal tapi dans l'ordinaire. Ils savaient qu'ils n'auraient peut-être jamais la satisfaction de l'arrêter, mais qu'ils avaient le devoir de faire parler les preuves pour rendre justice aux victimes oubliées. Le manteau de Claire, taché de sang et de vérité, était devenu leur talisman. Et puis survint une révélation inattendue. Dans un petit village du Portugal, une enquête locale signala la découverte d'un corps non identifié, retrouvé en 2012 près d'une rivière. L'homme, environ 50 ans, avait vécu en marginal. Aucun papier, aucun proche. Les autorités l'avaient enterré sous X. Mais une photo prise lors de l'autopsie fut transmise aux enquêteurs français. Le visage était abîmé, gonflé par l'eau, mais un détail frappant sauta aux yeux. La même cicatrice à la joue que Lucien portait déjà sur la photo de 1998. Les analyses furent ordonnées. Le corps exhumé, son ADN comparé. Le résultat, attendu comme une délivrance ou une condamnation, tomba après plusieurs jours, correspondance quasi certaine. Le corps anonyme retrouvé en 2012 était celui de Lucien Arnault. La nouvelle plongea les enquêteurs dans une ambivalence vertigineuse. Soulagement, parce que le fantôme avait enfin un corps, une tombe, une fin. Frustration, parce que la justice ne le jugerait jamais, qu'il emportait ses secrets avec lui. Colère, parce qu'il avait échappé pendant 20 ans, semant peut-être d'autres cadavres dans son sillage. Et surtout, une immense tristesse. Le silence des morts ne permet pas la vérité entière. Pour les familles des victimes, ce fut une déflagration. Certaines se recueillirent sur la tombe de l'inconnu, désormais nommé. D'autres crièrent leur rage. Il est mort, et nous restons avec nos questions. Le frère de Claire, lui, resta silencieux. Il contempla la photo du corps exhumé, puis dit simplement « Il n'aura plus de nuit pour tuer, mais il nous a volé les nôtres. » La presse transforma Lucien Arnault en légende noire. Des documentaires furent diffusés, des livres écrits. On retraçait son itinéraire. On interrogeait ses voisins, ses anciens employeurs. On dressait le portrait d'un homme banal, presque invisible, qui avait transformé cette banalité en arme. Les campagnes françaises, espagnoles, italiennes devinrent les décors d'une fresque macabre. Et au milieu de ce vacarme médiatique, les enquêteurs savaient une chose. L'affaire n'était pas terminée. Car chaque corps retrouvé, chaque ADN identifié ne représentait pas une fin, mais un début. Derrière Lucien, derrière Mervyn, se cachait peut-être encore un autre nom, une autre ombre.
car la trace partielle retrouvée sur le manteau n'était pas uniquement celle de Lucien. Les analyses, poussées à l'extrême, révélaient des fragments encore différents, minuscules, presque effacés, mais distincts. Les résultats complémentaires tombèrent dans le silence feutré d'un laboratoire parisien. L'expert, fatigué mais méthodique, avait poussé les machines au-delà de leurs limites. Dans le tissu du manteau, déjà imprégné de la violence de Mervyn et de l'ombre de Lucien, se trouvait une troisième empreinte. Infime, incomplète, presque effacée par le temps. Mais bien réelle. Un fragment d'ADN étranger, ni celui de la victime, ni celui des deux complices identifiés. Une troisième présence dans la nuit du 12 novembre 1992. Cette révélation se répandit comme une onde de choc. Les enquêteurs, épuisés par des années de fouilles, comprirent que leur vérité n'était peut-être qu'une vérité partielle. Le duo qu'ils avaient reconstitué risquait de n'être qu'un écran, derrière lequel se cachait une autre silhouette, encore plus invisible, encore plus insaisissable. La justice, cruelle dans sa lenteur, venait d'ouvrir un gouffre au lieu de le refermer. On reprit les témoignages une nouvelle fois. Certains anciens habitants se souvenaient d'un troisième homme, parfois aperçu avec Mervyn et Lucien. Un ouvrier venu d'ailleurs, dont le prénom s'était perdu dans la mémoire collective. Un visage flou, croisé à la sortie d'un bar, dans les champs à la tombée de la nuit. D'autres affirmaient que non, que c'était impossible, que leurs souvenirs se brouillaient avec le temps. Mais la science, elle, ne se trompait pas. Un troisième ADN existait. La piste restait ténue. Les bases de données internationales furent sollicitées, mais aucune correspondance immédiate n'apparut. L'empreinte était trop incomplète pour identifier un individu vivant. On parla d'un possible parent, d'une contamination ancienne. Mais pour les enquêteurs, la possibilité était vertigineuse. Et si le trio avait réellement existé, 3 hommes errant de village en village, se liant dans un pacte de silence et de sang, puis disparaissant dans l'oubli. Les criminologues rappelèrent que certains tueurs n'agissaient jamais seuls. L'histoire criminelle regorgeait de duos et de groupes, dont la dynamique reposait sur l'exaltation mutuelle. 2 suffisaient à créer une folie partagée. 3 pouvaient engendrer un rituel. Et si, au-delà du meurtre de Claire, il s'était agi d'un rituel sombre, d'une mise en scène que seule la campagne déserte pouvait abriter, les enquêteurs, malgré eux, se laissèrent hanter par cette hypothèse. Chaque dossier rouvert devenait une porte sur l'inconnu, chaque disparition non élucidée, une possible trace de ce troisième homme. Mais le temps, encore une fois, se dressait comme l'ennemi ultime. Les témoins mouraient, les souvenirs s'effaçaient, les preuves matérielles disparaissaient, le puzzle restait incomplet, condamné à l'être pour toujours. Dans le village, l'annonce de cette troisième trace plongea les habitants dans un malaise abyssal. Les visages se durcirent, les regards se fuyèrent. Car si un complice vivait encore, il pouvait être n'importe qui. Un vieil homme assis à la terrasse du café. Un voisin qui sort ses poubelles chaque soir. Un ancien camarade de classe, devenu aujourd'hui grand-père. La peur, 30 ans après, reprenait le visage banal de l'ordinaire. Les familles, elles, oscillèrent entre soulagement et désespoir. Soulagement d'avoir enfin des réponses sur Mervyn et Lucien. Désespoir de découvrir que la vérité n'était pas totale, que l'ombre continuait de s'étendre. Certaines décidèrent de ne plus suivre les nouvelles, incapables de supporter cette spirale infinie de révélations. D'autres, au contraire, s'acharnèrent, exigeant la poursuite des investigations jusqu'au bout. Mais quel était ce bout, quand le temps avait englouti tant de preuves? La presse s'empara du mystère. L'énigme du troisième homme, titraient les journaux. Les émissions de télévision spéculaient sans fin. On parlait d'un réseau secret, de rituels occultes, de pactes scellés dans le sang. La réalité se mêlait à la fiction, les faits aux fantasmes. L'affaire Dumas n'était plus seulement un crime, mais une légende noire, un miroir des angoisses collectives. Pour les enquêteurs, la frustration devint presque insoutenable. Ils savaient qu'ils touchaient à une vérité plus vaste, mais que leurs mains restaient vides. Ils s'acharnaient sur des fragments, des restes, des ombres. Leur rôle n'était plus seulement de trouver un coupable, mais de maintenir vivante la mémoire des victimes, de refuser l'oubli. Dans leur bureau, les portraits de Claire, de Sophie et des autres victimes retrouvées étaient accrochés comme des prières silencieuses. Des visages jeunes, figés dans une éternité douloureuse. Et c'est là que surgit la réflexion la plus sombre. Peut-être que la justice humaine n'est pas faite pour clore toutes les histoires. Peut-être que certains crimes dépassent les frontières du temps et de la vérité. Le manteau de Claire avait parlé, mais il n'avait livré qu'une partie de son secret.
Comme un oracle, il avait révélé 2 noms et laissé planer un 3e, une absence qui dévorait plus que 1000 présences. Le frère de Claire, interrogé par un journaliste, eut ces mots terribles. « Nous avons cherché un visage et nous en avons trouvé 2. Mais il en reste un, sans nom. Et peut-être que c'est mieux ainsi, parce que ce visage, je ne pourrais pas le supporter. » Ses yeux brillaient d'une douleur résignée. Il savait que la vérité totale ne viendrait jamais, mais il savait aussi que l'histoire de sa sœur ne serait plus jamais effacée. Dans le silence de Saint-Aubin-les-Bois, une plaque commémorative fut dressée. Elle portait le nom de Claire, mais aussi ceux des autres victimes reliées par l'ADN. Les habitants se rassemblèrent, déposant des fleurs, murmurant des prières. Le clocher sonna, comme un rappel que le temps avance, mais que certaines cicatrices restent béantes. Et dans ce moment de recueillement, une idée glaçante subsistait. L'ombre du 3e homme, jamais identifié, jamais arrêté, planait encore. Était-il mort, enterré sous un autre nom, ou vivait-il toujours, fondu dans la banalité? Nul ne le savait. Mais une certitude demeurait. Le mal, lui, ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, il se cache, il attend. Le manteau, enfermé à nouveau dans une armoire de scellés, portait désormais cette énigme comme une malédiction. 3 ADN, 3 histoires, 3 destins liés par une nuit de 1992. Et dans l'obscurité des campagnes françaises, le mystère restait suspendu, comme une plaie ouverte sur l'âme humaine. Le récit se clôt sur cette ombre, laissant derrière lui un goût amer, un frisson durable. Le meurtre effroyable d'une jeune boulangère n'avait pas seulement révélé la cruauté de 2 hommes. Il avait exposé le gouffre de notre ignorance, la fragilité de notre justice et cette vérité insupportable. Parfois, les morts parlent, mais jamais assez fort pour couvrir le silence des vivants.